m'appelle Ed Orzel. Et voici Chester, la ville où j'habite, dans l'État de Pennsylvanie, près de la côte atlantique des États-Unis. Ce n'est pas une petite ville, mais ce n'est pas non plus une grande ville. 135 000 habitants, la plupart travaillant dans des usines. Chester est divisé en plusieurs quartiers. Voici la grande rue où tout le monde vient faire ses emplettes. Le quartier des maisons neuves. Et celui des maisons plus vieilles. Puis le groupe de maisons où habitent les travailleurs et les enfants qui sont l'avenir de Chester. Les églises qui jouent un rôle important dans la vie des habitants de Chester, des églises pour toutes les confessions. Et finalement, il y a les usines, où des milliers d'hommes et de femmes gagnent leur vie. Voici l'usine Baldwin, où l'on construit des locomotives à vapeur et des diesels qui sont utilisés par les compagnies de chemin de fer aux États-Unis et dans le monde entier. Me voilà en train de travailler autour. Pendant que la machine tourne, j'ai le temps de réfléchir. Je pensais par exemple à la Bloodmobile de la Croix-Rouge qui allait faire sa première visite à l'usine Baldwin. C'était là quelque chose de nouveau pour le syndicat ouvrier. En effet, c'est notre syndicat qui avait lancé un appel aux ouvriers qui désiraient donner leur sang. J'avais tout organisé et pendant que je m'en occupais, une idée m'était venue. Les membres du syndicat étaient vraiment à même de rendre de nombreux services à la communauté. Je vérifiais le nom des donneurs qui, pour la plupart, étaient des membres du syndicat. Nous avions organisé cette file comme autrefois nous avions organisé des piquets de grève. Mais maintenant, nous ne luttions pas seulement pour nous-mêmes, mais pour la communauté entière. Si certains peuvent donner leur sang, d'autres peuvent sûrement rendre différents services. Lesquels? Voilà qui ne m'apparaissait pas encore clairement. Jusqu'à un certain soir où, au cours d'une réunion syndicale, j'ai entendu parler des assistants sociaux. Frank Ritter, chef de notre section du aiderait les gens à résoudre leurs problèmes personnels. Il demanda à des volontaires et plusieurs d'entre nous s'offrirent. Le syndicat avait amélioré les conditions de travail à Chester. Pourquoi n'améliorerait-il pas aussi les conditions de vie? Le jour suivant, j'ai commencé à suivre des cours à l'école du syndicat. Ça allait faire un drôle d'effet de se retrouver en classe. Je ne me rendais pas compte, avant d'avoir suivi ces cours, qu'on pouvait apprendre tant de choses en si peu de temps. Nous avons appris à aider les chômeurs à toucher leurs indemnités. Nous avons appris quels étaient les hôpitaux et les cliniques de Chester. Et on nous a donné des détails sur le service des infirmières et les appareils médicaux qui sont mis gratuitement à la disposition des travailleurs. Nous avons appris quelles étaient les circonscriptions électorales afin de faire de nos voisins des citoyens mieux renseignés. Et comment on procédait à la distribution des sommes versées par les citoyens pour les œuvres sociales. Oui, nous avions beaucoup appris, mais il nous restait encore une chose à apprendre. Nous nous sommes rendus à la maison des œuvres sociales. Frank Ritter lui-même s'est chargé de me guider. Ici, sous un seul toit, se trouvaient réunis les services de la Croix-Rouge, des infirmières, de l'aide aux familles, des Boy Scouts et des Girl Scouts. J'allais rencontrer les directeurs de ces diverses agences et me renseigner sur les services qu'elles rendent. Tout d'abord, nous sommes entrés dans les bureaux de la Croix-Rouge de Chester, qui fait partie de la grande organisation internationale. La directrice nous a expliqué comment sont utilisées les réserves de sang accumulées par la Croix-Rouge. Ce réservoir de plasma sanguin
qui sauve la vie de ceux qui ont eu un accident ou sont tombés malades. Puis nous avons visité le service d'aide aux familles. Madame Chelmier nous a expliqué le fonctionnement. Quand une famille se trouve en difficulté par suite de maladie ou de manque de fonds, le service vient à son aide en donnant des conseils, en envoyant un docteur et en donnant de l'argent. Et maintenant, j'avais 2 emplois. L'un à l'usine était rémunéré, l'autre, bénévole, consistait à être assistant social. Mes idées au sujet de ce que le syndicat pouvait faire pour la communauté commençaient à se concrétiser. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'ai l'occasion d'utiliser mes nouvelles connaissances d'assistant social. Un soir, le chef d'atelier est venu me trouver. Un homme avait eu un accident. Sa jambe avait été prise sous une poutrelle de fer. Tony Alto n'avait pas été trop grièvement blessé, mais il allait certainement devoir s'arrêter de travailler pendant un certain temps. Tony se faisait du souci au sujet des notes du docteur et du manque de paye, mais je lui ai expliqué que les notes du docteur seraient payées par la caisse établie par le syndicat et le patronat. Plusieurs jours plus tard, Tony a pu venir me voir au bureau du syndicat. Je l'ai aidé à obtenir son indemnité. En effet, la loi de l'État prévoit qu'un ouvrier qui a été blessé pendant son travail a automatiquement droit à une compensation. Tony m'a donné les renseignements nécessaires. J'ai rempli des formulaires pour lui. Et il ne lui restait plus qu'à les signer. En quittant le travail le jour suivant, je pensais à Tony et à sa famille. Est-ce qu'on avait fait tout notre possible pour eux? Voyons, les notes de docteur étaient payées et il allait recevoir un versement de l'assurance. Mais il fallait encore qu'il reçoive des soins pendant qu'il était chez lui. Je suis donc allé voir le service des infirmières de Chester. Le jour suivant, l'infirmière visiteuse et moi sommes allés chez Tony. Cette infirmière fait partie des services de la communauté. La femme et la fille de Tony ont été un peu surprises de voir l'infirmière, mais elles s'habituaient aux nombreux services de la communauté dont elles ne soupçonnaient même pas l'existence auparavant. La femme de Tony avait à s'occuper du ménage et de l'enfant. Aussi, j'étais sûr qu'elle serait heureuse d'avoir l'aide d'une infirmière pour soigner son mari. Tony ne savait pas très bien quelle tête faire à toutes ces attentions et à ces soins, mais au fond, il était très reconnaissant. L'infirmière viendrait le voir 3 fois par semaine. Pendant ce temps, je découvrais d'autres problèmes. Il n'y avait plus la paye à la fin de la semaine. Madame Alto voulait chercher un emploi, mais ce n'était pas facile parce qu'il fallait d'abord trouver quelqu'un pour s'occuper de l'enfant pendant la journée. La crèche de Chester fournit la réponse au problème de Madame Alto. Les parents qui travaillent peuvent y laisser leurs enfants pendant la journée. C'est un lieu plaisant où travaillent des surveillants bien entraînés, aimables et intelligents. Il y avait là d'autres enfants, des jeux, des terrains de récréation, de sorte que la petite serait heureuse et pourrait jouer en sécurité. Quittant la crèche, nous sommes allés au bureau de placement de l'État. S'est-elle tapée à la machine? Non. A-t-elle été vendeuse? Non. Eh bien alors, que savait-elle faire? Elle savait cuisiner. C'était parfait, car on avait précisément besoin de ses services dans un restaurant. Et maintenant, Madame Alto avait un emploi. La famille pourrait attendre que Monsieur Alto soit tout à fait remis. J'étais assez content de moi parce que j'avais l'impression d'avoir fait du bon travail ce jour-là. Quand tout à coup, toute la communauté s'est associée afin de sauver une vie. L'épicier appelait à l'aide. La téléphoniste a transmis le message. L'ambulance et le docteur sont arrivés rapidement. La police s'occupe du blessé. Tout cela pour sauver une vie à Chester. À l'hôpital, le petit reçoit les meilleurs soins. Les parents, qui avaient eu naturellement très peur, sont enfin rassurés en voyant que leur fils a repris connaissance et qu'il est dans de bonnes mains. Les
réserves de plasma sanguin obtenues à l'usine peuvent maintenant être utilisées à bon escient. Quelques jours plus tard, j'ai rendu visite au petit blessé. J'y suis allé pour deux raisons. D'abord parce que je voulais savoir comment allait Tommy. J'ai pu voir qu'il allait mieux et que bientôt il serait remis. Mais j'avais aussi une autre raison pour venir. Je voulais parler à ses parents des mesures à prendre pour réduire le nombre des accidents à Chester. Il ne suffit pas de sauver la vie des gens après l'accident. Ne pourrions-nous pas faire quelque chose afin d'éviter ces accidents, pour que les enfants de Chester puissent traverser les rues en toute sécurité? Le père de Tommy était d'accord et nous avons soumis la question au cours d'une réunion syndicale. Au cours de cette réunion, j'ai parlé de l'accident de Tommy et de l'idée qui m'était venue. Puis j'ai présenté le père de Tommy. Monsieur Ward a suggéré qu'on installe des feux de circulation aux croisements les plus fréquentés. Il avait déjà lancé une pétition à ce sujet parmi ses voisins. Frank Ritter dit que c'était un nouvel objectif pour un syndicat ouvrier et qu'il faudrait lancer une campagne pour que la communauté s'intéresse aux problèmes de la circulation. Il demanda donc des suggestions. On proposa des panneaux qui indiqueraient la limite de vitesse. Une campagne pour convaincre le public de la nécessité de conduire prudemment. On suggéra de placer un plus grand nombre d'agents au voisinage des écoles. Frank Ritter proposa de former un comité chargé de galvaniser l'intérêt du public. Presque tous voulaient faire partie de ce comité. Chacun voulait participer à la tâche. On décida de procéder à un vote pour former le comité. Le secrétaire lut les noms de ceux qui avaient été élus. Parmi eux se trouvait Mary Scanlon, le père de Tommy, Fred Sampson et moi-même. Pendant mes instants libres à l'usine, je ne cessais de penser à notre campagne de sécurité. Le syndicat ne se contentait plus maintenant de s'intéresser aux travailleurs d'une usine. Nous nous intéressions à toute la communauté. Mary Scanlon s'adressa au club féminin et leur parla de la campagne de sécurité. D'autres sont allés de maison en maison pour recueillir des signatures pour la pétition. Hommes, femmes, riches, pauvres, tous signaient la pétition qui s'allongeait de minute en minute. Des milliers de nouveaux noms vinrent s'ajouter sous le premier, qui était celui du père de Tommy. Les femmes étaient heureuses de signer parce qu'il s'agissait de la protection de leurs enfants. Finalement, nous étions prêts à présenter la pétition au conseil municipal. Le propriétaire d'une raffinerie de pétrole fut le premier à prendre la parole. Les accidents de la rue sont mauvais pour les affaires, dit-il. Ils provoquent des absences à l'usine. Des heures de travail sont inutilement perdues. Le comité des citoyens était présent. Le pasteur, une élève, son professeur et la délégation du syndicat ouvrier. Le maire lui-même donna son opinion sur la question. Puis on passa au vote. C'était un moment important pour tous, pour nous tous, car nous avions travaillé dur pour cette campagne et nous savions ce qu'elle signifiait pour nous, les habitants de Chester, et pour nos enfants. Enfin, le maire a annoncé que la proposition avait été approuvée. Nous avions mené à bien notre campagne. Des panneaux avertissent les automobilistes. On a établi des sens uniques. Et au croisement où Tommy a été renversé, la ville a installé des feux, rouge pour l'arrêt, vert pour le passage libre. Des agents étaient là pour guider les enfants qui traversaient. Et une nouvelle police, des jeunes qui assument des responsabilités nouvelles au sein de la communauté et s'entraînent pour l'avenir. Et
pendant que tourne le tour, je pense au rôle de notre syndicat dans la communauté. Grâce à la commission du service de la communauté, nous atteignons Chester tout entier. À Chester, ces grandes usines ne sont plus des endroits où les ouvriers sont isolés de la ville. Grâce à leur syndicat, les usines font partie de la trame même de la communauté. La maison des œuvres sociales. Voilà le lien entre les syndicats et la ville, le symbole de l'unité qui existe à Chester, État de Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique.